Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief du Tour de la Provence, de cette édition 2022 du Tour de la Provence. On va revenir sur la course, on parlera un petit peu un bilan général de cette course. On parlera de l'histoire autour de Filippo Ganna, parce que c'est quand même assez intriguant cette affaire. Top flop. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo également sur les réseaux sociaux si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. J'ai oublié également de vous dire, on fera pas les bleus dans cette vidéo, on fera top et flop simplement. Parce que il y a quand même beaucoup de Français dans mes tops et que si je mettais que des étrangers, bon, il aurait fallu que j'ai des critères un peu moins hauts. Donc voilà, top et flop, ça sera avec les Français intégrés. Et puis voilà, on commence tout de suite. Je rappelle juste également, alors le Tour d'Oman, pour l'instant j'ai pas fini de regarder, donc je verrai si je fais un débrief. Il y a également eu la course sur terre en Espagne, je sais plus comment elle s'appelle. J'ai pas encore regardé, mais j'ai bien envie de la regarder, donc je vous ferai peut-être un débrief un peu plus général, peut-être pas en top et flop, peut-être un débrief un peu général de cette course cette semaine. Et puis en présentation, je crois me rappeler qu'il y a le Tour d'Andalousie, mais il y a surtout le Tour du Haut-Var, alors qui ne sera pas diffusé sur la chaîne L'équipe, qui sera diffusé sur France 3, mais que je débrieferai également normalement, et que je vous ferai une petite présentation du Tour du Haut-Var. Et bon, on commence tout de suite avec ce Tour de la Provence. Tour de la Provence qui a été animé. J'avais quand même prédit pas mal de choses sur ma présentation. J'avais dit que le premier jour, il y avait quand même de grandes chances de bordure. J'avais dit faire attention, c'est un coin où on peut avoir pas mal de bordures. À Sainte-Marie-de-la-Mer. J'avais dit que sur l'étape 3, alors je me suis un peu gouré sur l'étape 2. L'étape 2, je pensais pas qu'il y aurait cette stratégie-là. Mais sur l'étape 3, j'avais dit, méfiez-vous, 13 km, ça paye pas de mine comme ça cette montée, mais 13 km à ce moment-là de l'année, c'est compliqué, et ça a été compliqué pour pas mal de coureurs, mais on reviendra là-dessus. Course qui a été animée. Alors moi j'ai un peu moins apprécié que l'Étoile de Bessèges, mais c'est souvent comme ça avec le Tour de la Provence. Moi j'aime bien le Tour de Bessèges. Voilà, l'Étoile de Bessèges, j'aime bien cette course. Donc j'ai un peu moins aimé. J'ai bien aimé le prologue. Même si j'ai trouvé que pour un prologue, c'était presque un contre-la-montre, quoi. On était à 200 mètres près du prologue. Voilà. Bon, on a un peu joué sur les mots au niveau de ce prologue. Pour moi, on n'était pas loin du contre-la-montre de première étape. On va revenir sur le cas Filippo Ganna. Alors Filippo Ganna qui nous a fait un truc étonnant quand même sur le Tour de la Provence. Donc il a été disqualifié, il était 7e de la course, et puis il a été disqualifié. Alors disqualifié pour un changement de vélo qui n'était pas réglementaire. C'est-à-dire que il a changé de vélo, mais au lieu de faire un changement de vélo, c'est-à-dire de redescendre à sa voiture, de s'arrêter, que le mécano prenne un autre vélo qui est sur la galerie, là ils l'ont fait un poste fixe. C'est-à-dire qu'ils sont mis à 30 bornes de l'arrivée, enfin je sais pas si c'était à 30 bornes de l'arrivée, c'était un peu plus loin je crois de l'arrivée, et puis donc il a changé de vélo. Donc il y avait un mec sur le bord de la route qui était déjà avec le vélo, déjà prêt, lui s'est arrêté et puis il a pris le vélo. Donc ce qui est totalement interdit de la part de l'UCI. Vous ne pouvez que donner des bidons normalement. Déjà quand Ineos met des musettes, normalement ça interdit les musettes en dehors des zones de ravitaillement. Normalement vous n'avez le droit que de donner des bidons main à main, hors zone de ravitaillement on va dire. Et donc le changement de vélo à poste fixe, c'est complètement interdit. Non. Alors à part si le directeur de course dit, là par exemple sur les contre-la-montre parfois ça s'est vu, où le directeur de course dit vous aurez le droit de changer votre vélo de tel mètre à tel mètre. Voilà. Notamment sur les contre-la-montre où il y a de la montagne et au départ c'est tout plat, où parfois il y a un changement de vélo. Mais sinon, c'est totalement interdit à un poste fixe. Et donc il a été totalement disqualifié. Alors, il semblerait qu'il ait changé de vélo. Certains disaient qu'il est passé d'un vélo à disque à un vélo à patin pour une question de poids. On sait que Pinarello, qui fournit les vélos d'Ineos, est l'une des dernières marques à s'être mis au vélo à disque. Il faisait partie un petit peu des derniers réfractaires au vélo à disque. Donc est-ce que c'est parce qu'ils n'arrivent pas à faire un vélo à 6,8 kg, un vélo à disque, qu'ils ont fait ça? Mais bon... Si d'un côté t'as un vélo à 7,1 kg et de l'autre côté à 6,8 kg, que tu fais ça
en sachant que tu as quand même de grandes chances de te faire choper. Donc le risque est quand même énorme. Je trouve ça un petit peu stupide, surtout que Philippe Ogana, il doit faire 80 kilos. Donc je pense que c'est pas forcément sur les 300 grammes ou les 400 grammes qu'on va gagner entre un vélo à disque et un vélo à patin que la différence va se faire. Voilà. C'est peut-être plus en perdant 2-3 kilos. Tu vois. Mais après, s'il perd 2-3 kilos, peut-être qu'il sera moins bon sur le contre-la-montre. J'ai trouvé ça un petit peu stupide de la part d'Ineos, surtout que c'est quand même de l'argent en moins pour l'équipe. Alors, on sait qu'Ineos court pas après l'argent, mais c'est quand même des primes de course en moins. Et puis, c'est quand même un bon classement. Ghana, il finissait 7ème. Voilà, c'est quand même un peu stupide de rater un top 10 pour Ghana sur une course de 4 jours et de rater des points UCI. Alors vous allez me dire, Ineos, ils sont pas à la course aux points UCI normalement, mais certaines années, Sky, ils étaient performants que sur un seul grand tour dans l'année. Et parfois, certaines années, Sky était assez loin au classement UCI. Étant donné que là, les classements UCI vont compter de manière techniquement plus importante, selon ce qu'a dit David Lapartien, techniquement, ils sont pas à la course au point, mais gratter les points de la 7ème ou de la 8ème place, ça paye quand même pas de mine. Voilà, je dis très clairement. Donc c'est un petit peu décevant de ce côté-là. Puis, ça va pas redonner une belle image à Ineos, quoi, de jouer comme ça avec le règlement. On sait qu'Ineos, c'est le dopage. Sky et le dopage, j'ai déjà eu des petits soucis. Alors là encore, on joue avec le règlement, on joue avec les limites du règlement. Ils avaient déjà joué avec les limites du règlement au niveau des médicaments à usage thérapeutique. On est toujours à la limite avec le règlement avec cette équipe, et ce qui est souvent gênant, ce qui fait que cette équipe a souvent un peu mauvaise presse quand même. Il faut bien le dire, c'est pas l'équipe, je dirais, favorite d'un grand groupe de supporters du cyclisme, et ils vont pas se redonner une belle image avec cette action. On a fait le tour de l'affaire Ghana, on va dire, ce qui est quand même beaucoup moins grave que l'affaire Valieva du côté du patinage artistique aux Jeux Olympiques. Et on attaque tout de suite avec les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, moi je commence avec Nairo Quintana, très très bonne semaine de la part du coureur colombien. Ça avait déjà commencé avec un pas mauvais contre-la-montre, j'ai trouvé. Pour Quintana, parce que sur le contre-la-montre sur le plat, c'est pas forcément sa grande spécialité. Et puis surtout, il a très bien grappé à la montagne de Lure. Alors, j'ai vu là aussi les experts en data et en watts s'alarmer de temps de montée de Quintana. Voilà. Alors le temps de montée, parce qu'il a gagné du temps par rapport à Contador, et donc forcément c'est dopage assuré parce qu'il est colombien, parce qu'il y a eu une affaire qui, pour l'instant, je voudrais quand même souligner que l'affaire Quintana date quand même d'1 an et demi. Pour l'instant, il n'y a toujours pas eu d'avancée. Je sais pas si elle a été classée cette affaire-là, mais pour l'instant, autour de Quintana, il n'y a pas eu de nouvelles révélations, il n'y a pas eu de nouvelles infos, comme autour de Bahrain Victorious en passant. Ça fait depuis 6 mois, plus de 6 mois même, c'était le 14 juillet la perquisition. L'enquête avait été ouverte un peu avant la perquisition. Pour l'instant, il n'y a toujours rien. Donc moi, je fais pas des... on peut avoir des doutes, mais moi, j'accuse pas. Voilà. J'émets des doutes, notamment sur le cas de Valieva. Là, du côté de Quintana, on a comparé une montée vent de face avec une montée vent de dos. On a comparé à 10 ans d'écart, ce qui est une période qui est énorme, à une époque où, mois de mars, on était un peu moins prêt physiquement qu'aujourd'hui au mois de février. C'est vrai qu'on a fait... maintenant, le travail pendant l'hiver est hyper important. Avant, certains coureurs, je dirais pas ça coulait douce, mais il y avait moins d'importance à se montrer en début de saison qu'aujourd'hui pour les leaders. Maintenant, les leaders, ils veulent vraiment se montrer en début de saison, c'est vraiment une des clés. Ça a commencé un petit peu avec la Sky, même ce phénomène-là, d'être prêt très tôt dans la saison. On se souvient notamment de Wiggins qui gagnait Paris-Nice et ensuite le Tour de France, alors que Contador n'a pas toujours gagné les Paris-Nice et l'année d'après le Tour de France. Et qu'Armstrong encore moins, je crois, au niveau de Paris-Nice et du Tour de France. Il y avait moins cette importance-là, notamment d'Armstrong, de se montrer totalement en début de saison.
alors que à partir de Quintana, même Quintana, c'est souvent montré performant en début de saison. Je rappelle qu'il avait quand même déjà remporté le Tour de la Provence il y a 2 ans du côté du Chalet-Renard. Il y a une véritable importance à se montrer en début de saison. Il y avait aussi Valverde qui a toujours fait ça. Enfin voilà, c'est quelque chose maintenant de prépondérant. Donc les états de forme, je pense, Quintana me semblait quand même déjà pas mal pour un début de saison. Et puis surtout vent de face, vent de dos. Et puis de toute manière, on n'est pas sur les mêmes profils de coureurs. Quintana, il a un rythme beaucoup plus régulier que Contador. Contador, c'était j'attaque, je fais des accélérations de malade, des double kicks. Voilà, un peu à la Philippe, je dirais, c'est les accélérations de Contador. Et puis après, mon rythme de croisière était un peu moins fort, peut-être que mes adversaires, mais comme je les avais mis dans le rouge avec mon accélération et que j'avais réussi à gagner 20-30 secondes grâce à ma d'accélération, eh bien, je pouvais perdre 10 secondes avec mon rythme de croisière. De toute manière, je gagnais toujours. Alors Quintana a un rythme beaucoup plus régulier. Quintana est parti quand même à 4 km et demi de l'arrivée, ce qui est également assez loin. Il y a eu un gros travail quand même, notamment de la Total, parce que c'est pas Quintana qui a fait la montée tout seul non plus. La Total a fait un énorme travail au pied. Alors ensuite, il y a eu un moment un petit peu d'accalmie avec Bruno Armirail, mais ensuite ça a accéléré beaucoup plus fort. Et puis on compare aussi une époque où, à l'époque de Contador, les montées se faisaient à l'instinct. C'est-à-dire que Contador regardait pas les capteurs de puissance, ou très peu. C'était surtout l'instinct un petit peu du grimpeur. Alors que maintenant, Quintana, comme tous les coureurs des années 2010, j'ai envie de te dire, bon, ils sont accrochés à leurs capteurs de puissance. C'est-à-dire que ça a un peu changé quand même la manière de courir. Je peux te dire que si on enlevait les capteurs de puissance, on aurait des courses beaucoup, même en laissant les oreillettes, je pense, on aurait des courses encore plus animées en montagne parce que les mecs seraient complètement perdus sans un capteur de puissance. Il y a des coureurs qui savent pas utiliser les sensations et qui se fient que à leur capteur de puissance. Bon, voilà, c'est quand même 2 périodes très différentes et je pense que comparer et puis peut-être que les conditions climatiques également étaient différentes au niveau du temps, c'est-à-dire que au niveau de la température, est-ce qu'il faisait beau, le taux d'humidité, la pression atmosphérique qui peut changer également pas mal de choses, l'étape, hein, là on était quand même sur une étape assez courte où c'était principalement la montagne de Lure en difficulté. Je me souviens pas de cette étape de Paris-Nice, mais il y avait peut-être d'autres difficultés en amont, ce qui change également radicalement le temps de montée. Les températures aussi, il faisait peut-être beaucoup plus chaud là qu'au mois de mars il y a 10 ans. Et puis voilà, il y a énormément de paramètres qui peuvent influer sur un temps de montée. Donc se fier qu'au temps de montée, sans regarder la physionomie de la course, je trouve ça, excusez-moi de le dire, mais stupide. C'est comme les experts des watts qui connaissent pas les programmes d'entraînement, qui connaissent pas la puissance en watts naturelle et qui se sont dit, bah Padoun, forcément il est dopé parce qu'il est ukrainien et puis qu'il développe beaucoup de watts. Non, c'est pas forcément ça. Donc faut arrêter aussi de voir le dopage un peu partout. Mais du côté de Quintana, je trouvais qu'il avait fait une belle semaine. Et puis ça fait du bien de le retrouver en début de saison performant. On se souvient notamment de son année du Tour de la Provence. La question maintenant de savoir pour Quintana, c'est comment ça va tenir sur le reste de la saison. Puis du côté d'Arkea, on a quand même fait une bonne semaine, je dirais, parce que sur le Tour de Man, ils ont également été présents, notamment avec Elie Gébert et il y avait un autre coureur qui a été également performant sur le Tour de Man. Et puis ça concrétise également ce début d'année où chez Arkea, on est quand même plutôt en forme. Je dirais que voilà, ils ont été peut-être moins présents que Total, moins présents que d'autres formations, mais je trouve quand même qu'ils font pour le moment du bon travail, notamment la 7ème place ou de Guernalec sur l'étoile de Bessèges. Voilà, ça enquille plutôt bien du côté d'Arkea, je trouve, en ce moment. Deuxième coureur au top, moi j'ai mis, c'est Coquard. Très belle victoire de Coquard, encore sur ce Tour de la Provence, lors de l'étape numéro 3. On peut saluer quand même l'énorme stratégie de la Cofidis. Et ça a commencé dès l'accélération à 40 bornes de l'arrivée. Où ils se mettent à la tête du peloton, voilà, à 40 bornes de l'arrivée, je sais plus précisément, avant la montée, et qui mettent un rythme d'enfer. Et ils ont fait vraiment une très très belle étape. Et puis ensuite vous avez Pierre-Luc Périchon qui fait un petit peu le leur, parce qu'ils ont plus beaucoup de coureurs, parce qu'ils ont beaucoup roulé avant. Donc ils font attaquer 1 km de l'arrivée, 1 km 400 je crois précisément. Pierre-Luc Périchon, on sait que c'est un peu un roule toujours. Donc c'est-à-dire que tant qu'il n'est pas rattrapé, il n'arrête pas son effort. Et puis derrière, Coquard en solo en plus et en patron. Hein.
derrière. Sacré job quand même de Coquard. Je suis presque plus impressionné par sa victoire là sur le Tour de la Provence. Pourtant, avec peut-être moins d'opposition et voilà que sur l'étoile de Bessèges face à Pedersen, parce que même s'il y avait plus d'opposition sur l'étoile de Bessèges, là j'ai trouvé vraiment qu'il s'est débrouillé, mais quand un maître. Et encore une fois, Cofidis, 4 victoires en ce début de saison. Chapeau, je suis le premier à critiquer quand même assez régulièrement Cédric Vasseur, parce que vous trouvez que je critique quand même beaucoup Total. Parfois je mets quand même des beaux taquets également à Cofidis. Mais je trouve que là c'est vraiment une belle forme pour Cofidis. Et, pour l'instant ça marche bien. Et pourtant, je peux vous dire que sur la présentation, j'étais plutôt réticent sur Ryan Coquard quand on a fait la présentation de début de saison de Cofidis. Donc, il m'a fait changer d'avis quand même assez vite. Alors il faudra voir maintenant du côté de Coquard, c'est avec une plus grande adversité. Voilà, avec vraiment les top meilleurs ce que ça donne. Mais ça peut être pas mal pour le français. Je continue avec Matteo Jorgensen. Pour moi, c'est la belle surprise, l'américain de la Movistar. Parce que Skelmoy Johnson, du côté de la Trek, la formation Trek était quand même très solide sur cette course. C'était quand même très costaud. Alors que Movistar, c'était pas forcément le leader, c'était plutôt Ivan Sosa. Qu'Ivan Sosa a pas vraiment couru pour lui quand il attaque dans la montée finale. Et je trouve que Matteo Jorgensen, je savais pas qu'il avait ces petits talents de grimpeur là, Matteo Jorgensen, parce que c'est quand même un très grand gabarit. Voilà, je trouve qu'il a fait vraiment une très très belle course. Il m'a vraiment impressionné, mais bon, je l'avais vu parfois dans des échappées, mais pour moi, c'était pas. Il avait fini quand même 8ème de Paris-Nice, donc non, j'avais oublié ça, dis donc. Oui, 8ème de Paris-Nice. Donc non, oubliez ce que j'ai dit, c'est juste que j'avais pas noté ça dans son palmarès à ce coureur-là. Mais quand même, je trouve que c'est une belle performance de sa part. Pour moi, il n'était pas aussi bon grimpeur. Voilà. Très clairement, Matteo Jorgensen. Il a encore 2 ans de contrat à la Movistar. Il doit faire le Giro et Paris-Nice. Ça va être intéressant de le voir sur ces courses-là, surtout qu'il est encore très jeune, 22 ans. Voilà, donc c'est assez intéressant de ce côté-là. 1m90 pour 65 kg. Alors que Ghana, je pense qu'on n'est pas sur le même rendement. Je continue avec les coureurs au top, avec Julien Lafilippe. Du côté de Julien, ça a été plutôt une belle semaine. Là aussi, bon contre la montre. Pour sa reprise, reprendre par un prologue, c'est pas toujours facile, parce qu'on connaît pas un petit peu son état de forme. Souvent, en début de saison, on a tendance à toxiner très vite. Et puis quand on a fait souvent pendant l'hiver, on fait quand même un gros travail d'endurance. Alors même si on fait un travail un peu plus d'explosivité, je dirais lors des stages de pré-saison, c'est quand même principalement de l'endurance sur la première partie de saison. Donc sur un effort comme ça aussi important en qualité de puissance que demande un prologue de 7 km, je trouve qu'il s'en est vraiment très très bien sorti. Après, il a été quand même présent sur les 2 autres étapes où il fait les sprints, où il prend les bonifications, voilà, où il fait vraiment des très très belles choses, notamment derrière Coquard. Et puis, sur la montagne de Lure, il a tenté de suivre Quintana. Et puis, quand on est en début de saison, des fois on toxine. On n'a pas toujours été non plus à ces altitudes-là, parce qu'en Espagne, quand on est à Calpe, on est beaucoup plus bas en altitude. C'est vrai qu'on était quand même à 1300 mètres, alors vous allez me dire c'est pas grand chose. Oui, mais avec les températures et les conditions climatiques, parfois on a des surprises. Et c'est vrai que Alaphilippe a été vraiment très performant de ce côté-là. J'ai bien aimé la course de Julien Alaphilippe. Je trouve qu'il a fait vraiment du bon travail cette semaine. Il finit quand même devant un Pierre Valatour, devant Parépin, devant Maxime Bouet. Bon voilà, il y a des. C'était pas la course de l'année au niveau des grimpeurs. Mais il s'est très bien débrouillé cette semaine, il a fait une belle course de reprise. Je ne sais pas quel est son programme maintenant à Julian, quel sera voilà, il sera sur la classique de l'Ardèche désormais le 16 février, et puis sur les Strade Bianche. Je ne sais pas encore s'il va faire beaucoup de classiques belges. Ça n'est pas indiqué sur Pro Cycling Stats, mais voilà, il va avoir un programme très intéressant dans les semaines à venir, Julien Alaphilippe. Alors, il a encore répété que pour lui,
La gagne sur le Tour de France n'était pas son objectif. Bon. Alors après, il faut toujours se méfier sur les coureurs, parce que parfois quand ils parlent au mois de février, c'est pas la même chose au mois de juillet. Je trouve quand même que le parcours du Tour de France, Lucie a ravi. Hein. Et puis, on continue, parce que je suis déjà à 18 minutes de vidéo. Je continue avec Stéphane Rossetto qui finit à une... On va faire un peu pêle-mêle. Stéphane Rossetto qui finit à une belle 14e place au général à 6,58. C'est bien ce qu'a fait le Français, il apporte des points à Saint-Michel, c'est aussi important. Voilà, or, pourtant du côté de Saint-Michel, on n'a peut-être pas forcément eu la course idéale, notamment en se faisant piéger lors de la bordure du premier jour. Donc c'est vrai que ça a été une course un peu plus compliquée. Je voulais également souligner la belle performance du côté de Nice Métropole avec Tristan Delacroix, une belle 19e place. Et puis je trouve que l'équipe s'est bien montrée aux avant-postes. Voilà, quand on est invité et qu'on est une équipe continentale, c'est aussi important de se montrer dans les échappées. Et je trouve qu'ils ont été très présents dans les échappées, qu'ils ont fait du bon boulot, notamment avec Kevin Besson. Donc voilà, ça a été également une bonne semaine pour cette équipe. Et puis je termine avec Alexis Goujard. L'échappée d'étape 2 a été assez incroyable pour Alexis Goujard. Vraiment, il a fait du très très bon travail sur cette étape numéro 2. Et je trouve que également son étoile de Bessèges, je trouve qu'on a peut-être un petit peu retrouvé le Alexis Goujard qui m'a fait qui m'avait tellement impressionné, notamment sur la Bretagne classique. Une année où comme ça, il était parti en costaud. Je crois que c'était la première édition de la Bretagne classique ou la deuxième édition. Quand on était passé du Grand Prix de Plouay à la Bretagne classique, où il était parti, voilà, mais il avait cette faculté-là à sortir des gens de sa roue et puis à rouler des longs bouts droits pendant des kilomètres et des kilomètres. Je rappelle qu'il avait été comme au championnat du monde du contre-la-montre à Bergen et que s'il n'avait pas déraillé, il aurait fait vraiment une très très belle course. Ce jour-là, il aurait fait totalement 6e ou 7e. Et c'est vrai qu'on l'avait quand même totalement perdu depuis 2-3 ans, Alexis Goujard, où... c'était plus foufou et il a changé d'équipe, il a rejoint BNB. Je pense qu'il a un peu plus de liberté que du côté d'AG2R également et il en profite totalement. Et je trouve que voilà, il fait un bon début de saison. Et je voulais le souligner. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, vous allez dire que je suis difficile et j'ai mis Pierre Latour. Pourquoi Pierre Latour du côté des bonnets d'âne ? Parce que j'ai pas trouvé qu'il avait fait une belle montée du côté de la montagne de Lure, tout simplement. Alors, il fait un bon chrono, ça c'est clair et net, on est tous d'accord, il fait un bon prologue. Les 2 premiers jours, c'est super. Enfin, les 3 premiers jours, c'est super. Mais là où je l'attendais, moi, c'était sur la montagne de Lure, pour voir quelle était... sa capacité de grimpeur, parce que l'année dernière, il avait fait un très bon début de Tour de France. Ensuite, quand la montagne est arrivée, il a complètement disparu. Or, quand JR l'a recruté, JR avait bien annoncé, on le recrute comme grimpeur, Pierre Latour. Moi, pour le moment, j'ai pas retrouvé le Pierre Latour de chez AG2R. C'est-à-dire le Pierre Latour qui était capable de faire des très très bons résultats. Ce qui me pose quand même un peu des interrogations sur sa capacité à faire des résultats, sur ses capacités physiques aujourd'hui à Pierre Latour en montagne. Sur le chrono, on est d'accord, il est bon sur les étapes où il s'est montré en plus et il a été plus intelligent dans ses attaques que sur le tour sur d'autres tours. Sur l'étoile de Bessèges ou sur certaines étapes c'était pas foufou au niveau des attaques, donc là ça a été beaucoup mieux de ce côté là. Par contre moi j'ai trouvé qu'à certains moments ça manquait de quelque chose quoi. En montagne il manque quelque chose pour le moment. Vous allez me dire c'est le début de saison, ok, j'espère me planter, mais j'ai quand même l'impression que physiquement c'est pas qu'en montagne, il manque un truc aujourd'hui pour Pierre Latour parce qu'il a été placé idéalement. On peut saluer, alors là je critique Pierre Latour, mais on peut saluer quand même le travail de la Total Energy au niveau du placement dans la montagne de Lure. Ils ont vraiment fait du très très bon travail. Le problème du côté de Pierre Latour, c'est qu'ensuite il n'a pas réussi à enchaîner. Il a complètement explosé avant l'attaque de Quintana, parce qu'il explose bien avant. Il limite quand même bien la casse, on va dire, par rapport à sa manière d'exploser. Mais je trouve que sinon, ça a été
un petit peu décevant toute cette semaine pour le coureur français. Groupama, parce que encore une fois, quasiment inexistant cette semaine Groupama. Ça commence à m'inquiéter très franchement depuis le début de saison. J'en avais déjà parlé après l'étoile de Bessèges. J'ai pas été plus rassuré du côté de la Groupama. Je trouve qu'ils ont été vraiment inexistants pendant toute cette semaine. Donc je ne sais pas ce qui se passe du côté de la Groupama, mais il va falloir trouver la solution très vite. Est-ce que j'ai vraiment l'impression qu'ils ont raté leur stage de pré-saison? C'est-à-dire ils ont raté leur programmation de pré-saison. Parce que et puis ils se sont fait quand même complètement avoir encore sur la bordure, quoi. Enfin voilà, je suis assez surpris. Et puis bon, Arnaud Démare, qui devait aller sur le Tour de Man, au final à cause des contraintes Covid, mais ça a été compliqué pour Arnaud Démare. En même temps, on lui a reprogrammé une course il devait faire une course de 6 jours au soleil, une course de 4 jours où il fait 10 degrés. Forcément, c'est pas la même préparation. Mais Groupama, il s'est trouvé très franchement pas très performant. Alors, on a vu un peu Bruno Armirail, mais c'est presque le coureur qu'on voit le plus chez Groupama depuis le début de saison, Bruno Armirail. Donc, du côté des autres, il va peut-être falloir à un moment trouver la solution. La Lotto, qui a été aussi inexistante, en même temps il n'y avait pas une grosse formation, mais ce qui est surtout inquiétant du côté de la Lotto, c'est que j'ai trouvé cette équipe sur cette course-là moins performante que les équipes continentales. À part peut-être Gosport, qui a été assez peu visible. Mais je pense que vu le plateau au départ de ce Tour de la Provence, c'était quand même faisable de faire un top 15. Voilà, je le dis très clairement. On voit parmi les coureurs qui sont dans le top 15, bon, vous avez déjà Rossetto, vous avez Samuel et Battistella, et pourtant Astana, ils ont été aussi assez peu présents. Vous avez Storer, qui pourtant a perdu beaucoup de temps pendant la course. Ruben Fernandez. Bon voilà, je pense qu'il y avait quand même capacité de faire top 15. Oui, mais, enfin mieux que top 15 même pour Storer, mais parce que Storer a fait 14. Du côté de la Lotto, ils ont toujours été à la ramasse pendant toute la semaine. Donc enfin voilà, je suis toujours inquiet parce que la Lotto, ça fait quand même partie des équipes qui, je trouve, ont un effectif qui est quand même techniquement assez faiblard. Alors ils ont réussi des coups l'année dernière, mais il y a quand même eu des grosses surprises. Vermeersch, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi performant sur Paris-Roubaix quand même. La grande question de savoir est-ce que cette équipe va être en capacité de prendre assez de points. Et surtout, c'est important parce que là, c'était une course où il n'y a pas Caleb Ewan. Enfin voilà, il y avait des coureurs qui pouvaient se montrer. Là, quand tu vois ce qu'a fait Nice, quand tu vois ce qu'a fait Saint-Michel, Lotto, parfois c'était en dessous de ce niveau-là. Donc c'est là où je suis absolument pas rassuré. Puis je termine avec Ethan Etter. C'était le premier test, la montagne de Lure pour Ethan Etter. Alors je ne sais pas si c'est une stratégie de la part d'Ineos de le protéger pour le moment sur certaines courses. Mais je trouve qu'il n'a pas été sensationnel cette semaine. Et sur la montagne de Lure, bon, il est très loin, quoi. Hein. Il finit... hop, que je retrouve Ineos. Il finit 44e à Sainte-50. Bon, moi après, je vous ai dit, hein, du côté d'Ethan Etter, moi je pense que c'est un très bon coureur, mais sur des montées de 3-4 km. Je pense qu'il n'a pas la faculté. On peut pas être bon dans tous les domaines non plus. Hein. Je pense qu'au-delà d'un certain stade, il n'est pas très performant sur les montées bien plus longues. Pour le moment, ça ne veut pas dire qu'il ne le sera pas dans 4, 5, 6 ans, mais je pense qu'il y aura besoin de travail pour Ethan Etter. Par contre, ce qu'on peut souligner, c'est l'énorme contre-la-montre qu'il a fait, Ethan Etter. Ça, c'est vrai que sur le chrono, voilà, la position, il la tient. Il a une position, je parle souvent de la position de Ghana, la position d'Ethan Etter est aussi assez incroyable. Je sais pas même si vous avez vu, mais sur Internet, mais Chris Froome veut interdire les vélos de contre-la-montre. Enfin, il a lancé le débat sur Internet. Bon, c'est pas parce qu'il y a des mecs... On peut peut-être travailler sur la position du vélo de contre-la-montre. De là à les interdire, je pense que ça permet aussi de montrer le savoir-faire des constructeurs, des manufacturiers de vélos, quand même, aussi les vélos de contre-la-montre. Mais du côté d'Ethan Etter, voilà, pour moi la montagne de Lure c'était vraiment un premier test. Je l'avais dit dans les commentaires après la présentation, on m'avait parlé un peu d'Ethan Etter. Pour moi c'était un premier test pour lui. Le test est pas passé. Et, je pense aussi du côté d'Ethan Etter,
Bon, aujourd'hui, c'est un coureur qui fait 1m78, 69 kg. Bon, voilà, c'est pas non plus le physique le plus avantageux en montagne. Après, c'est quand même un physique de puncher. Donc, tout le monde ne peut pas gagner le Tour de France non plus, hein. Donc là, on verra. Il doit faire également le Giro. Donc, quel sera son objectif sur le Giro? Je pense qu'il aura surtout un rôle pour accompagner Ethan Etter. Après, là, on va le voir à partir de demain, tiens, pour le Tour de l'Algarve. Je pense qu'on fera un débrief du Tour de l'Algarve. J'ai pas fait de présentation, hein, je m'excuse, j'ai pas eu le temps avec les Jeux Olympiques, mais on fera, je pense, un débrief de Tour de l'Algarve la semaine prochaine. Bien voilà, je crois qu'on a dit un peu tout sur ce Tour de la Provence. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, notamment sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve pour faire la présentation du Tour du Haut-Gard, du Tour des Alpes et du Haut-Gard, je crois, de tête. Et puis, enfin, de la course qui se déroule en France, voilà, en fin de semaine. Et puis voilà, on parlera encore des Jeux Olympiques d'ici la fin de semaine. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.